Avant d'être jugés, avant d'être condamnés, ils étaient une partie active du système de Dachau. Les gardiennes assignées à leur sous-camp imposaient des punitions, organisaient le travail forcé et escortaient les marches d'évacuation. De l'Agfa Kamerawerk à Landsberg-Koffering, leur présence a marqué la routine de la violence qui a défini la dernière ligne droite du Troisième Reich. Ils n'étaient ni peu nombreux, ni accessoires. Ils recevaient une formation spécifique, appliquaient les règlements de l'appareil SS et exerçaient un contrôle sur des milliers de prisonniers dans des environnements industriels et d'extermination. Son rôle n'était pas symbolique. Elle était opérationnelle, systématique et documentée. Qui étaient ces femmes? Quelles fonctions remplissaient-ils au sein du système de Dachau? Et pourquoi seulement quelques-uns ont-ils été jugés alors que la majorité a sombré dans l'anonymat? L'exécution de Ruth Elfriede Hildner, chronique d'une peine exemplaire. Le matin du 2 mai 1947, les couloirs de la prison tchécoslovaque de Písek résonnaient de pas mesurés. Une femme de 27 ans marchait flanquée de 2 gardes vers une cour intérieure où l'attendait un destin qui allait marquer l'histoire. Ruth Elfriede Hildner, vêtue de l'uniforme gris d'un détenu civil, gardait son sang-froid alors qu'il marchait vers un poteau en bois de 3 mètres qui se dressait au centre de la cour, symbole austère de justice. Ce jour-là, Hildner deviendrait l'une des rares femmes allemandes exécutées dans l'Europe d'après-guerre pour des crimes de guerre commis dans le système des camps de concentration du Troisième Reich. Son cas représentait non seulement la punition individuelle d'un criminel, mais aussi la clôture symbolique d'un chapitre où la brutalité féminine avait opéré en toute impunité au sein de l'appareil d'extermination nazi. Ruth Elfriede Hildner est née en Allemagne en novembre 1919, à une époque où le national-socialisme commençait à prendre racine dans la société. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, elle a grandi sous l'influence de l'idéologie nazie, participant probablement à des organisations de jeunesse telles que la Ligue des filles allemandes, où les adolescentes étaient endoctrinées dans les principes raciaux et la soumission à l'État totalitaire. En juillet 1944, alors que le Reich était confronté à l'effondrement de plusieurs fronts militaires, Hildner fut affecté comme garde auxiliaire au sous-camp de Agfa Kamerawerk, une installation industrielle dépendant du complexe du camp de concentration de Dachau. Cette usine utilisait du travail d'esclaves féminines pour produire des composants optiques pour les armes allemandes, notamment des dispositifs pour les bombes volantes V1 et les roquettes V2. L'atmosphère à l'Agfa Kamerawerk était extrêmement tendue. Les prisonniers, principalement des femmes déportées de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie, travaillaient des heures épuisantes sous la surveillance d'un petit groupe d'Aufseherinnen. Hildner est rapidement devenu connu pour sa volonté d'infliger des châtiments corporels au moindre signe de fatigue ou de résistance. Des documents récupérés après la guerre indiquent qu'il s'est forgé une réputation particulière en battant les ouvrières avec des outils lorsqu'il jugeait leur rendement insuffisant. En décembre 1944, les autorités SS transférèrent Hildner au camp annexe de Helmbrechts, dépendant de Flossenbürg, mais lié opérationnellement au système de Dachau. Cette installation abritait environ 500 femmes dédiées à la production textile pour les uniformes militaires. Là, Hildner assuma des responsabilités de surveillance externe et participa aux inspections nocturnes des casernes, où les prisonniers rapportèrent plus tard des actes de violence gratuites et des menaces constantes. La carrière criminelle de Hildner se produisit en avril 1945, lorsque l'effondrement imminent du front de l'Est força les SS à évacuer à la hâte les sous-camps. Entre le 13 et le 15 avril, les autorités ont ordonné le transfert forcé des prisonniers de Helmbrechts vers le sud, dans ce qui allait devenir l'une des marches de la mort les plus documentées du système de Dachau. Au cours de cette évacuation, qui dura plus de 10 jours à travers les territoires bavarois et tchécoslovaques, Hildner exerça une autorité meurtrière sur les prisonniers épuisés. Les témoignages recueillis lors des procès d'après-guerre la désignent comme directement responsable d'au moins 2 exécutions sommaires de femmes qui n'étaient pas en mesure de suivre la marche. Dans les 2 cas, il a utilisé son arme de service pour tirer sur les victimes à l'arrière de la tête, abandonnant les corps dans des fossés ruraux. La marche s'est terminée brusquement lorsque les troupes alliées ont intercepté la colonne près de Swodał, en territoire tchécoslovaque.
Sachant que la fin de la guerre était imminente et que les crimes commis feraient l'objet d'une enquête, Hildner abandonna son groupe et se cacha sous une fausse identité dans une zone rurale. Pendant près de 2 ans, elle a réussi à échapper à la capture, en travaillant comme domestique et en se déplaçant constamment entre les villages tchèques pour éviter d'être reconnue. Son anonymat prit fin en mars 1947, lorsqu'un survivant de Helmbrechts l'identifia sur un marché local. La femme, qui avait perdu sa sœur lors de la marche d'évacuation, a immédiatement reconnu l'accent allemand de Hildner et une cicatrice caractéristique sur sa joue gauche. La plainte est parvenue aux autorités locales, qui ont lancé une enquête secrète pour vérifier l'identité du suspect. Du nom de Ruth Elfriede, Hildner figurait sur les listes distribuées par la Commission internationale pour la poursuite des dirigeants nazis. Après que son identité ait été confirmée par des documents saisis à Agfa et un contre-interrogatoire, elle a été arrêtée et emmenée à Písek pour y être jugée. Le tribunal populaire extraordinaire de Písek fonctionnait dans le cadre de la législation exceptionnelle en vigueur en Tchécoslovaquie qui autorisait les procès sommaires contre les collaborateurs nazis et les responsables des crimes commis pendant l'occupation allemande. Le procès contre Hildner a commencé et s'est terminé en une seule journée, le 2 mai 1947, ce qui reflète à la fois la solidité des preuves et la rapidité de ces tribunaux. L'accusation a présenté des documents saisis dans les sous-camps confirmant la présence de Hildner à Agfa en septembre 1944 et à Helmbrechts jusqu'en avril 1945. 3 survivants ont témoigné de son comportement violent, y compris le récit d'une Polonaise qui a vu Hildner tirer sur une jeune femme pendant la marche d'évacuation. Les témoignages concordent pour décrire un gardien arbitrairement cruel qui appliquait des punitions disproportionnées et participait activement à la répression des prisonniers. Face à ces accusations, Hildner a nié le meurtre direct, mais a admis sa participation en tant qu'escorte armée aux évacuations forcées. Sa défense s'est limitée à invoquer l'argument de l'obéissance due, affirmant qu'il avait agi sous les ordres de ses supérieurs et sans possibilité de désobéissance. Le tribunal a rejeté cet argument comme moyen de défense contre la responsabilité, estimant que les actes spécifiques documentés dépassaient tout ordre militaire légitime. Sur la base des preuves présentées et du cadre juridique tchécoslovaque, le tribunal a déclaré Hildner coupable de crimes de guerre, de meurtre et de complicité d'actes d'extermination sous l'occupation nazie. La sentence était la mort, à exécuter immédiatement conformément aux lois d'urgence en vigueur. L'exécution n'a pas suivi la méthode traditionnelle de pendaison à la potence utilisée lors des procès de Nuremberg. En Tchécoslovaquie, certains tribunaux populaires utilisaient une technique connue sous le nom de pendaison à un poteau, considérée comme plus expéditive et symboliquement plus sévère. Cette méthode, bien que moins courante dans la justice occidentale, avait été adoptée comme forme de punition exemplaire pour les crimes les plus graves. L'opération s'est déroulée dans la cour intérieure de la prison de Písek, sous la supervision du directeur de la prison et des fonctionnaires du ministère de la Justice. La technique consistait à attacher un harnais au torse du condamné, à le soulever jusqu'au sommet du poteau à l'aide d'un système de poulies, puis à placer une boucle autour de son cou qui pendait à un crochet fixé au sommet. Une fois le dispositif ajusté, le harnais était relâché, permettant au poids du corps de provoquer un étranglement ou, en cas de chute violente, une fracture des vertèbres cervicales. Les responsables présents ont rapporté que Hildner est resté silencieux tout au long de la procédure. Il n'a pas prononcé de derniers mots ni exprimé de remords pour ses actes. L'exécution n'a duré que quelques minutes et a été officiellement enregistrée par le directeur de la prison, qui a communiqué l'exécution de la peine aux autorités supérieures du ministère de l'Intérieur. Avec la mort de Ruth Elfriede Hildner, a fermé le dossier judiciaire de l'une des rares femmes gardes nazies qui ont été identifiées, poursuivies et exécutées en Europe de l'Est pour des crimes spécifiques commis dans le système de Dachau. Son cas n'a pas reçu l'attention médiatique internationale des procès massifs de Nuremberg, mais il a été méticuleusement documenté dans les archives nationales tchécoslovaques comme un exemple de justice directe contre les auteurs de la barbarie d'Hitler. En 1948, le nom de Hildner apparaît sur une liste officielle de bourreaux exécutés en exécution de jugement civil, envoyée par Prague au Comité international de la Croix-Rouge.
D'après les documents disponibles, il s'agit du seul cas confirmé d'exécution par pendaison d'une gardienne au camp de concentration de Dachau, ce qui fait de sa punition un symbole unique de la justice d'après-guerre en Europe de l'Est. Système de Dachau, l'architecture de la terreur féminine. Camp de concentration de Dachau a occupé une position fondamentale dans l'histoire du Troisième Reich en tant que premier laboratoire d'extermination systématique établi par le régime national-socialiste. Fondé le 22 mars 1933 dans une ancienne usine de poudre à canon située à 16 km de Munich, Dachau a servi de prototype expérimental où les SS ont développé les méthodes organisationnelles et répressives qui seraient plus tard reproduites sur tout le continent occupé. Au cours de ces premières années, Dachau abritait principalement des opposants politiques allemands, communistes, sociaux-démocrates et syndicalistes. L'administration initiale fut confiée à la police politique, mais à partir de 1936, le contrôle fut finalement transféré à la Schutzstaffel, sous la direction de l'Office central de l'économie et de l'administration SS. Cette transition a marqué la transformation vers une institution autosuffisante, économiquement rentable et opérationnellement mortelle. L'expérience accumulée à Dachau est devenue le modèle exportable pour les camps ultérieurs tels que Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen et Auschwitz. Les procédures d'enregistrement, de classification des prisonniers, d'organisation du travail industriel, de systèmes de punition et de méthodes d'élimination développées ici ont été systématisées et appliquées à l'échelle continentale. Le véritable changement structurel s'est produit entre 1943 et 1945, lorsque le besoin désespéré de main-d'œuvre industrielle a conduit le régime à décentraliser massivement le système en créant des sous-secteurs spécialisés. Dachau est devenu le nœud central d'un réseau de plus de 140 installations satellites réparties dans tout le sud de l'Allemagne. Cette expansion répondait à la demande urgente de travailleurs pour l'industrie de guerre, en particulier après que les bombardements alliés ont commencé à détruire d'importantes usines. L'intégration massive des femmes dans le système de Dachau a été motivée par des besoins pragmatiques en matière de ressources humaines plutôt que par des considérations idéologiques. La doctrine nationale socialiste limitait traditionnellement le rôle de la femme au foyer et à la maternité, mais l'effondrement militaire a forcé l'acceptation de la surveillance féminine des prisonnières dans des environnements industriels considérés comme stratégiquement vitaux. À partir de 1944, d'importants contingents de femmes arrivèrent de Ravensbrück, le principal camp de femmes du Reich. Ces prisonniers étaient répartis stratégiquement dans des sous-camps établis à côté d'installations appartenant à BMW, Agfa, Messerschmitt et d'autres sociétés qui produisaient des composants essentiels à l'effort de guerre allemand. L'administration SS a identifié 4 sous-camps comme épicentres du travail des femmes. Agfa Kamerawerk, Allach, Mühldorf et Landsberg Kaufering System de Dachau fonctionnaient comme un complexe hiérarchique hautement organisé, le camp principal servant de centre administratif, disciplinaire et logistique. Tous les sous-camps relevaient directement du commandant de Dachau, qui était à son tour subordonné au bureau principal de l'économie et de l'administration SS, Wirtschafts, un bureau d'administration WHA. Ce quartier général, sous le commandement de Oswald Pohl, supervisait la rentabilité, le personnel et la production, établissant des normes uniformes pour l'utilisation des prisonniers comme main-d'œuvre esclave. Les sous-camps étaient dirigés par des officiers SS locaux, mais leurs décisions clés, telles que les affectations de travail, les sanctions importantes ou les transferts de masse, devaient être validées par l'administration centrale du camp principal. En ce qui concerne les performances de production, il existe des estimations documentaires qui permettent d'évaluer l'ampleur de l'exploitation. Le camp annexe d'Allach, par exemple, produisait des pièces de moteurs d'avion pour BMW en volume dépassant 1000 unités par semaine sur ses lignes principales, en utilisant une main-d'œuvre combinée de plus de 10 000 prisonniers. Agfa Kamerawerk, qui comptait entre 4 et 500 femmes, produisait des milliers d'unités par mois de composants optiques de précision, notamment des fusibles électroniques et des minuteries d'allumage pour armes lourdes. La performance était mesurée en heures de travail par pièce et les Offizierinnen avaient pour instruction de maximiser l'efficacité même au détriment de la santé des détenus. Le maintien opérationnel de ces sous-camps nécessitait un réseau logistique complexe. La nourriture, les uniformes,
Les outils et les médicaments n'étaient pas produits sur place, mais étaient distribués depuis Dachau par des caravanes ferroviaires ou des camions affectés au système SS. Des entrepreneurs du Reich, tels que Hermann Göring-Werke et diverses entreprises textiles allemandes, étaient impliqués dans la livraison de produits de base. La nourriture quotidienne était en partie financée par des fonds provenant d'accords avec des sociétés privées qui louaient des prisonniers à des tarifs journaliers, tandis que les articles d'hygiène, les vêtements et l'équipement industriel étaient fournis par les unités logistiques de la Waffen, SS, avec des stocks rotatifs. Ce modèle a transformé Dachau non seulement en un centre de répression, mais aussi en une usine décentralisée où chaque sous-camp fonctionnait comme une cellule industrielle subordonnée à la planification économique centrale. Agfa Kamerawerk a été fondé en septembre 1944 comme une extension industrielle du domaine principal. Les prisonniers, principalement polonais, hongrois et tchèques, furent affectés à l'usine Agfa, filiale du conglomérat chimique IG Farben. Sa production était axée sur les dispositifs optiques et les composants électroniques pour les armes avancées, fusées de précision, minuterie de bombes et éléments sensibles pour les missiles V1 et V2 qui ont bombardé Londres. La main-d'œuvre moyenne comptait entre 400 et 500 femmes, soumises à des quarts de travail de plus de 12 heures dans des environnements industriels caractérisés par une chaleur intense, une exposition à des produits chimiques toxiques, une mauvaise alimentation et une discipline implacable. La surveillance directe incombait à un petit groupe d'Aufseherinnen qui exerçait un contrôle en utilisant des méthodes allant des menaces psychologiques aux attaques physiques systématiques. Le camp annexe d'Allach, ouvert en février 1943, devint le plus grand camp annexe du complexe de Dachau avec plus de 10 000 prisonniers à la fin de la guerre. Sa fonction principale était de fournir des moteurs d'avion à BMW et de fournir un soutien logistique au ministère de l'Air du Reich. Bien qu'initialement masculine, l'augmentation du nombre de détenus en 1944 conduit à la création de sections féminines dédiées à l'assemblage de petites pièces, au nettoyage des composants mécaniques et au transport de matériaux. Les conditions à Allach étaient particulièrement difficiles en raison du volume de production requis et de la pression constante des bombardements alliés sur les installations BMW. Les femmes travaillaient sous une surveillance stricte, soumises à des inspections quotidiennes, à un travail dans des conditions météorologiques défavorables et à un contrôle constant qui combinait une supervision directe avec des systèmes de dénonciation internes entre les prisonnières. Complexe de Mulhdorf faisait partie de l'un des projets les plus ambitieux du Reich, la construction de bunkers souterrains pour protéger la production d'avions de chasse des bombardements alliés. Ce programme était spécifiquement lié à l'avion Messerschmitt Me-262, dont la production devait être déplacée vers des installations souterraines pour assurer la continuité de la production. Les prisonniers de Mulhdorf ont procédé à des fouilles massives, déplaçant des tonnes de matériaux en pierre et renforçant des structures en béton sans machines modernes. La mortalité due à l'écrasement, à la déshydratation et à l'épuisement a atteint des niveaux extrêmes. La surveillance était assurée par des gardes hommes et femmes qui utilisaient des méthodes coercitives, notamment des instruments de punition, des chiens d'attaque et des menaces d'élimination immédiate. Landsberg-Koffering représentait le sous-complexe le plus étendu et le plus meurtrier de tout le système de Dachau. Ce réseau de 11 camps, ouvert en juin 1944, abritait plus de 30 000 prisonniers, dont environ 4 200 femmes déportées principalement de Hongrie après l'occupation allemande de mars 1944. La population comprenait également des centaines de jeunes filles et de femmes âgées dans des conditions d'extrême vulnérabilité. Les travaux étaient directement liés à la construction d'usines souterraines pour la production du Messerschmitt Me-262 et d'autres systèmes d'armes avancées. Les femmes effectuaient des tâches telles que le chargement de poutres structurelles, le coulage de ciment, le transport de débris et l'assemblage de composants industriels. La nourriture se composait exclusivement de soupes aqueuses et de pain moisi, tandis que les conditions d'hygiène étaient totalement inexistantes. Les estimations documentaires indiquent qu'entre 40 et 50% des prisonniers de Landsberg-Koffering sont morts avant la libération alliée. Les principales causes étaient la faim, le typhus, la pneumonie, les infections cutanées non traitées et les exécutions sommaires pour non-respect des quotas de travail.
Selon les documents de l'Office central de documentation des crimes nazis, le nombre total de femmes détenues dans le système de Dachau entre 1944 et 1945 est estimé à au moins 15 000. Cette population comprenait des juifs déportés, des prisonniers politiques, des résistants français, des femmes roms et des civils des territoires occupés. Le nombre de gardes SS actifs dans ces sous-camps variait entre 50 et 70 Offizierinnen. Cette proportion relativement faible était compensée par le recours à des prisonniers collaborateurs appelés capots qui exerçaient un contrôle interne sur leurs codétenus en échange de meilleures conditions de survie. La structure de surveillance féminine fonctionnait selon des principes d'efficacité économique et de contrôle social. Les Aufseherinnen recevaient une formation spécifique à Ravensbrück avant d'être affectées au sous-camp où elles apprenaient les techniques d'intimidation, l'organisation du travail industriel et l'application de punitions graduées. Leur autorité s'étendait de la supervision directe du travail à la sélection des prisonniers pour des punitions spéciales ou des transferts punitifs. Cette architecture de terreur féminine à Dachau répondait à une logique strictement militaire et économique où les femmes étaient traitées comme des ressources consommables au sein de la machine de production de guerre nazie. Leur surveillance était effectuée avec une précision institutionnelle par un petit groupe de femmes SS, mais meurtrières, qui, dans la plupart des cas, n'ont jamais eu à faire face aux conséquences judiciaires de leurs actes. Bourreaux au visage de femmes, les maîtresses de la douleur. Au-delà du cas paradigmatique de Ruth Hildner, le système des camps de femmes de Dachau a produit d'autres figures qui ont laissé des cicatrices indélébiles dans la mémoire des survivantes. Ces femmes n'étaient pas des aberrations individuelles, mais des produits systématiques d'une machine qui transformait des gens ordinaires en instruments de terreur. Leurs histoires révèlent les divers visages que revêt la cruauté institutionnalisée. Anna Schmid a travaillé dans le camp annexe d'Allach pendant les derniers mois de la guerre, entre septembre 1944 et avril 1945. Allach était le centre névralgique de la production de moteurs d'avion pour BMW, exigeant une précision technique absolue de la part des prisonniers affectés aux chaînes de montage. Dans cet environnement de demande industrielle extrême, Schmid a développé une méthodologie de terreur qui l'a distingué parmi les Aufseherinnen. Son approche différait du modèle typique de violence explosive. Schmid cultivait une présence intimidante constante, parcourant systématiquement les lignes de travailleurs lors des inspections matinales. Il portait une courte canne attachée à sa ceinture, mais son efficacité résidait dans la menace implicite plutôt que dans son utilisation continue. Lors de ses interventions chirurgicales, il utilisait des manches d'outils industriels pour frapper des zones spécifiques, visage, mains, côtes, en visant à provoquer un maximum de douleur avec un minimum de perte de temps de production. Les dossiers du bureau d'enquête allié documentent un modèle spécifique. Schmid appliquait des sanctions croissantes en fonction de sa perception de la gravité des violations. Une petite erreur d'assemblage a entraîné une claque. Un outil mal manipulé provoquait des coups aux mains avec des clés. Le moindre signe de fatigue ou de lenteur déclenchait des coups qui provoquaient souvent des évanouissements. Un prisonnier polonais a déclaré que Schmid n'avait pas besoin de crier parce que sa canne parlait pour elle. Cette économie de la violence reflétait un calcul froid, maintenir la terreur en perturbant le moins possible la production. Schmid a disparu avant la libération et n'a jamais été capturé, ce qui suggère une planification minutieuse de son évasion. Complexe de Mulhdorf, Fanny Bohr a assumé des responsabilités de supervision qui dépassaient clairement les fonctions normales de surveillance. Affectée comme superviseur des équipes d'inspection ferroviaire, elle supervisait les prisonniers engagés dans des tâches logistiques pour la construction de bunkers souterrains. Sa méthodologie était basée sur l'application de punitions collectives et la manipulation psychologique de la peur du groupe. Bohr utilisait une cravache tressée comme instrument principal, mais sa véritable arme était l'imprévisibilité. Il pouvait fouetter une détenue qui accomplissait correctement ses devoirs, créant ainsi un environnement où l'obéissance ne garantissait pas la sécurité. Cet arbitraire calculé a détruit tout espoir de protection par le respect des règles. Un incident enregistré en mars 1945 illustre sa méthodologie. Lorsqu'une prisonnière trébucha alors qu'elle transportait des traverses de chemin de fer, Bohr la battit jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.
Il a forcé 3 compagnons à traîner la femme inconsciente jusqu'à la caserne sans permettre l'assistance médicale. 2 jours plus tard, la victime est décédée des suites de blessures internes. Baour a ordonné que le corps reste exposé comme une leçon éducative. En outre, il a participé activement aux sélections pour les travaux mortels. Il a assigné à des femmes faibles le transport d'explosifs et l'utilisation de machines dangereuses, utilisant le travail à haut risque comme méthode d'élimination indirecte. Les rapports du CICR font état de 7 morts brutales survenues sous sa supervision directe, suggérant une politique délibérée d'extermination par le biais d'accidents du travail. Léopoldine Bittermann s'est développée dans les sous-domaines Koffering 2 et 6 une spécialisation différente, la manipulation des espaces de détention comme instrument de torture. Dans un complexe où le typhus, la malnutrition et le surmenage causaient une mortalité massive, Bittermann ajoutait une dimension supplémentaire de souffrance en contrôlant arbitrairement les conditions de vie. Leur méthode caractéristique consistait à organiser des transferts internes nocturnes entre les casernes, soi-disant pour décongestionner les zones, mais en réalité pour punir les détenus considérés comme problématiques. Ces opérations ont été menées sans préavis, en dehors des heures de travail, créant des conditions de surpopulation extrême qui ont fréquemment entraîné des blessures ou des décès par asphyxie. Bittermann a également ordonné des détentions préventives dans des cellules disciplinaires. Au moins 12 témoignages indépendants décrivent sa sélection arbitraire de détenus pour un confinement prolongé sans nourriture ni eau. Cette pratique ne se fondait pas sur des violations spécifiques, mais sur des critères totalement arbitraires. Couleur de cheveux, origine géographique ou simplement humeur personnelle. En avril 1945, quelques jours avant l'arrivée des Américains, Bittermann disparut avec d'autres membres du personnel SS. Les enquêtes ultérieures n'ont jamais permis de la retrouver et son nom n'apparaît dans aucune procédure judiciaire, ce qui suggère une évasion totalement réussie. Ernestine Brenner a travaillé chez Agfa Kamerawerk, développant une approche du contrôle qui évitait la violence physique directe au profit de la terreur psychologique et de la manipulation systématique des besoins fondamentaux. Dans une usine où 500 femmes produisaient des composants optiques pour les armes nazies, Brenner a établi un régime basé sur des privations calculées et des menaces constantes. Leur principal outil était le contrôle absolu sur la distribution de nourriture. Il a ordonné l'annulation du déjeuner pour toute la caserne si un seul détenu commettait une erreur lors du rassemblement. Il a également délibérément refusé de soigner des femmes souffrant de fièvre, d'abcès infectés et de plaies ouvertes, arguant que les soins médicaux devaient être mérités par une amélioration de leur performance au travail. Un prisonnier français a déclaré que Brenner n'avait pas besoin de nous frapper car il savait nous tuer d'autres manières, par la faim, par l'autorité, par le désespoir. Cette approche psychologique était tout aussi meurtrière que la violence directe, mais elle laissait moins de preuves physiques et compliquait la documentation ultérieure des crimes. Les archives du CICR confirment 4 décès dus à une famine prolongée dans le bloc où Brenner exerçait son autorité. Les victimes avaient été systématiquement privées de nourriture pendant des périodes allant jusqu'à 10 jours en guise de punition pour des infractions mineures. Brenner a disparu après la libération et n'a jamais été retrouvé. Ces 4 cas révèlent la diversité des méthodes développées par les Aufseherinnen pour exercer un contrôle total sur leurs prisonniers. Chacun a adapté sa cruauté à l'environnement spécifique de son sous-domaine, mais tous ont partagé des caractéristiques fondamentales. Autorité discrétionnaire sur la vie et la mort, utilisation de punitions disproportionnées comme outil de gestion et participation active à la sélection des victimes pour le travail mortel. La conduite des Aufseherinnen au sein du système concentrationnaire était régie par un règlement interne élaboré par le Bureau central de l'économie et de l'administration SS. Bien que dans la pratique de nombreux gardiens agissent avec discrétion, il existe un règlement officiel établissant des lignes directrices sur la discipline, l'usage de la violence et les relations avec les prisonniers. Les Aufseherinnen devaient maintenir un équilibre entre l'efficacité productive et l'application de la terreur fonctionnelle, sans recourir, en théorie, à des punitions qui interrompraient le rythme de travail ou rendraient le travail des esclaves inutile. Les sanctions applicables aux détenus étaient codifiées dans divers manuels de service. Parmi les mesures considérées comme admissibles figuraient
la privation temporaire de nourriture, maximum 3 jours, l'enfermement dans des cellules obscures pour des infractions mineures, les coups avec des matraques autorisées sur les parties molles du corps et la réduction des rations alimentaires en cas de faible productivité. Des travaux punitifs supplémentaires, en dehors des heures de travail normales, étaient également réglementés, généralement sous la forme de tâches de nettoyage à des températures extrêmes ou de déplacement de matériaux lourds. D'autre part, les Officererinnen elles-mêmes étaient soumises à des mécanismes de contrôle interne. Les superviseurs supérieurs de chaque sous-camp étaient tenus de soumettre des rapports hebdomadaires au commandement principal du camp, où la productivité et l'incidence des sanctions étaient évaluées. Les gardiennes qui se livrent à des violences inutiles, entraînant la mort ou un handicap sans autorisation, pourraient recevoir des sanctions administratives, notamment des transferts, des rétrogradations ou des procédures disciplinaires. Cependant, ces sanctions étaient exceptionnelles et impliquaient rarement des conséquences pénales. Par rapport à leurs homologues masculins, les Officererinnen appliquaient des punitions davantage orientées vers le contrôle comportemental et l'humiliation que vers la destruction physique directe. Alors que les gardiens masculins des camps comme Buchenwald et Sachsenhausen étaient formés à l'utilisation de fusils, de chiens d'attaque et de techniques d'interrogatoire violentes, le personnel féminin était souvent limité à l'utilisation de matraques, à des insultes systématiques et à la manipulation des conditions de base telles que la nourriture, le repos et l'hygiène. Cette différenciation n'impliquait pas une moindre sévérité, mais plutôt une méthode davantage axée sur la coercition psychologique prolongée et la punition progressive. Les marches d'avril, quand le Reich était mourant. À la mi-avril 1945, le Troisième Reich se désintégrait sous la pression militaire coordonnée de multiples directions. Les troupes soviétiques ont poussé depuis l'Est, tandis que les forces anglo-américaines consolidaient leur position à l'Ouest. Dans cette conjoncture désespérée, le haut commandement SS était confronté à la perspective inévitable de la libération des camps de concentration et de l'exposition de leurs crimes à la lumière de la communauté internationale. Sa réponse fut un ordre qui allait devenir l'épisode final le plus cruel du système concentrationnaire, les évacuations forcées connues sous le nom de marche de la mort. Avril, les SS Wirtschafts- und le Verwaltungshauptamt a donné des instructions spécifiques pour l'évacuation des prisonniers de Dachau et de ses sous-camps. Ces ordres constituaient plus qu'un retrait tactique, ils constituaient une méthode systématique d'extermination déguisée en opération logistique. Les documents saisis révèlent que l'instruction de base était sans équivoque: évacuer tous les prisonniers jugés aptes au travail tout en éliminant ceux jugés inaptes au travail. Les directives provenaient du siège de la WVHA et étaient transmises au commandant des sous-camps avec une précision militaire. Les prisonniers devaient être organisés en colonnes de 300 à 1000 personnes, surveillés par des gardes armés avec pour instruction explicite de tirer au moindre signe de fatigue, de désobéissance ou de tentative d'évasion. Les femmes d'Agfa Kamerawerk, d'Alak, de Mulhdorf et de Landsberg-Kaufering furent incorporées à ces marches sous la surveillance directe de gardes masculins et d'un petit nombre de Officererinnen équipés d'armes de service. Les évacuations manquaient de dispositions logistiques de base. Les véhicules de transport, les fournitures médicales et la nourriture en quantité suffisante n'ont pas été alloués. La ration quotidienne se limitait à une portion de pain et d'eau uniquement lorsque le terrain permettait l'accès à des sources naturelles. Aucune période de repos nocturne n'a été établie. Les prisonniers dormaient dehors, dans les forêts, les champs ou les fossés, à des températures allant de 2 à 8 degrés Celsius. Le rythme imposé mettait à l'épreuve les capacités humaines, entre 25 et 40 km par jour sans véritable pause, avec des intervalles de seulement 2 minutes par heure pour les besoins physiologiques de base. Les itinéraires menaient de la périphérie de Munich aux Alpes bavaroises, en passant par des villes telles que Wolfratshausen et Bad Tölz, en direction du territoire autrichien sur des routes rurales boueuses, certaines sections détruites par les bombardements alliés. Les prisonniers, affaiblis par des mois de malnutrition dans les sous-camps, ont commencé à s'effondrer quelques heures après le début des marches. Toute femme qui s'arrêtait, trébuchait ou tentait de communiquer était immédiatement menacée de mort. Les rapports de la 42e division d'infanterie américaine décrivent la découverte de plus de 203 corps le long de seulement 3 grandes voies d'évacuation.
Certaines marches ont duré jusqu'à 10 jours. Une colonne féminine évacuée de Helmbrechts vers Zvodau, en territoire tchécoslovaque, a parcouru plus de 220 kilomètres à pied. Des 580 femmes qui ont commencé le voyage, seulement 118 sont arrivées vivantes à leur destination finale. Les marches d'évacuation des sous-camps du système de Dachau suivaient des itinéraires préétablis par le commandement SS sur la base de critères logistiques et topographiques. L'un des itinéraires les plus longs et les mieux documentés était celui reliant Helmbrechts à Zvodau, traversant des régions montagneuses et boisées de Bavière et de Bohême. L'altitude moyenne du parcours dépassait les 600 mètres avec de multiples sections à pente variable, des chemins de terre érodés par les pluies printanières et des segments partiellement détruits par les bombardements alliés. Les itinéraires évitaient les centres urbains et faisaient un détour par des chemins ruraux secondaires pour minimiser l'exposition aux observateurs extérieurs. L'effort physique demandé aux prisonniers dépassait de loin toute capacité d'endurance raisonnable. Selon des études physiologiques contemporaines, une femme adulte en bonne santé a besoin de 2500 à 3000 kilocalories par jour pour parcourir 25 à 30 km sur un terrain accidenté. En revanche, les déportés des marches d'avril recevaient en moyenne 400 à 600 kilocalories par jour, constituées d'une tranche de pain noir, 150 cales, et d'une portion d'eau obtenue irrégulièrement des ruisseaux, des puits ou des pluies accumulées. La déshydratation, combinée à l'hypoglycémie et à l'exposition au froid nocturne, a conduit à un effondrement physique massif dès le 2e ou le 3e jour. En termes opérationnels, les commandants SS établissaient des vitesses de déplacement moyennes entre 3 et 4 km par heure, avec des pauses de moins de 5 minutes pour chaque heure de marche. En appliquant les modèles de fatigue utilisés par l'armée allemande lors des campagnes hivernales, on estime qu'un groupe de prisonnières sous-alimentées a connu un taux de déclin fonctionnel de 20% toutes les 24 heures. Cela signifie qu'après 5 jours consécutifs, moins de la moitié des prisonniers conservaient des capacités de mobilité minimales. Les estimations de mortalité documentaire peuvent également être modélisées par segments. Sur des itinéraires tels que Allach à Bad Tölz, environ 60 km, les rapports des troupes alliées font état de 3 à 500 corps abandonnés, suggérant un taux de mortalité de 20 à 35% par marche selon la météo, la surveillance directe et le rythme imposé. Ces pourcentages augmentaient considérablement en cas de pluie, de basse température, ou lorsque les Aufseherinnen adoptaient des mesures répressives telles que l'exécution immédiate en cas de retard. Au cours de ces évacuations, les Aufseherinnen ont acquis une autorité exécutive qui dépassait leurs fonctions de surveillance dans les sous-camps. Contrairement au travail relativement passif de surveillance interne, lors des marches, ils ont assumé une responsabilité mortelle directe. Les archives alliées confirment que plusieurs gardiennes ont personnellement exécuté des prisonniers pour désobéissance présumée ou pour avoir entravé l'avancée des colonnes. Anna Becker a tiré sur un prisonnier qui demandait à s'arrêter pour uriner lors du 2e jour de la marche. Le corps fut abandonné dans un fossé et la colonne continua sans rompre le rythme établi. Frida Riedel a donné des coups de pied à plusieurs reprises à une femme enceinte qui s'est effondrée pendant la marche, provoquant sa mort suite à des blessures internes. Le corps a été recouvert superficiellement de branches et le groupe a continué sa route sans lui fournir d'enterrement. Les gardiennes ordonnaient de courtes pauses, décidaient arbitrairement quelle prisonnière recevrait la ration de pain disponible et sélectionnaient celle qui serait relevée du groupe, un terme euphémistique pour les exécutions sommaires de femmes jugées inaptes à continuer. Leurs décisions ont été tout aussi déterminantes dans le taux de mortalité extrêmement élevé qui a caractérisé ces évacuations. La plupart des prisonniers morts au cours des marches n'ont pas reçu d'enterrement officiel. Leurs corps ont été dispersés le long des routes rurales, des sentiers forestiers ou jetés dans des fossés de drainage. La première division d'infanterie américaine a signalé la découverte de plus de 400 corps de femmes en une seule journée entre Penzberg et Bad Tölz. De nombreuses victimes présentaient des blessures par balle à l'arrière de la tête, des fractures ouvertes et des signes avancés de malnutrition terminale. Le capitaine James J. Keating de la 45e division a méticuleusement documenté un itinéraire de marche évacué d'Allach. Dans son rapport du 30 avril 1945, il recense 708 corps sur 18 km.
La majorité étaient des femmes. Beaucoup présentaient des signes d'exécution pendant leur sommeil. Des photographies prises par son unité furent utilisées plus tard comme preuve lors des procès de Dachau, provoquant un choc parmi les procureurs américains. La reconstitution de ces marches dépendait fondamentalement des témoignages des survivants. Wanda S., une prisonnière polonaise en marche de Kofring à Fussen, a rapporté que le 3e jour, seulement 60 des 300 femmes d'origine étaient encore en vie. Les autres avaient été exécutées par les gardes ou étaient morts pendant la nuit d'hypothermie. Lise-Marie D., une déportée française, a documenté secrètement la marche de 10 jours d'Agfa à Kochel dans un journal qui a survécu à la guerre. Les marches de la mort depuis les camps annexes de Dachau ont représenté l'un des épisodes les plus systématiques de l'effondrement du Troisième Reich. Contrairement aux chambres à gaz, ces évacuations n'ont laissé aucune structure physique permanente, mais plutôt des traces humaines réparties sur des centaines de kilomètres. Les femmes qui ont réussi à survivre ont dû faire face non seulement au traumatisme de la mémoire, mais aussi au défi de témoigner d'expériences qui défiaient l'entendement humain. Dachau, le jour où tout s'est terminé. Le matin du 29 avril 1945 marque la fin définitive de l'ère la plus sombre de l'histoire européenne moderne. À 11h30, les troupes des 42e et 45e divisions d'infanterie de la 7e armée américaine ont pris d'assaut le complexe de Dachau après avoir reçu des rapports urgents sur les conditions désastreuses dans l'installation. Ce que les soldats ont découvert a dépassé toutes les attentes concernant la capacité humaine à la cruauté organisée. Dachau n'était pas seulement un autre camp de concentration, c'était le prototype architectural sur lequel s'est basé tout le réseau ultérieur de centres d'extermination nazis. Depuis son ouverture en 1933 jusqu'à ce jour final, plus de 200 personnes sont passées par ces casernes et au moins 41 500 ont été assassinés par des méthodes incluant la famine, l'exécution, le travail mortel et des expériences médicales pseudo-scientifiques. Les premiers rapports militaires américains décrivaient des scènes apocalyptiques, des centaines de cadavres empilés comme du bois de chauffage dans des cours centrales, des casernes surpeuplées de prisonniers squelettiques à peine capables de se tenir debout, et des wagons de chemin de fer garés le long des voies principales remplis de corps dans un état de décomposition avancée. Ces wagons faisaient partie d'un convoi d'évacuation de Buchenwald, arrivé quelques jours plus tôt et abandonné lorsque la proximité des troupes alliées est devenue évidente. À l'intérieur du camp principal, les soldats ont trouvé entre 30 000 et 32 000 prisonniers vivants, dont beaucoup étaient dans des conditions si désastreuses qu'ils pouvaient à peine parler ou bouger. Les rapports médicaux militaires ont documenté des signes évidents de typhus, de dysenterie, de tuberculose, de blessures infectées non traitées et de malnutrition sévère qui avaient réduit les prisonniers adultes à un poids inférieur à 40 kg. Le commandant officiel Eduard Weiter avait fui quelques jours plus tôt. L'officier SS restant, Martin Weiss, fut immédiatement arrêté puis exécuté après avoir été reconnu coupable lors du procès de Dachau. Dans les jours précédant l'entrée des États-Unis, les signes d'un effondrement final étaient indéniables. La nouvelle de la mort d'Hitler, de la chute de Berlin et de l'avancée inexorable des armées alliées provoqua le départ précipité de nombreux officiers SS, administrateurs et surtout du personnel féminin affecté au sous-camp. Les Offizierinnen d'Allach, d'Agfa, de Mulhdorf et de Landsberg-Kaufering reçurent des ordres contradictoires: participer à des marches d'évacuation, détruire des documents compromettants ou se cacher parmi la population civile. Le résultat fut un exode massif où la plupart des gens réussirent à s'échapper sans laisser de traces identifiables. De nombreux gardes ont échangé leurs uniformes contre des vêtements de prisonniers ou des tenues de paysans, ont essayé de s'intégrer parmi les réfugiés allemands fuyant vers le sud ou ont trouvé refuge chez des proches et des sympathisants du régime. Plusieurs d'entre eux ont été aidés par des réseaux clandestins pour s'échapper vers l'Autriche ou traverser les Alpes pour rejoindre le territoire italien. Les prisonniers survivants ont fourni un témoignage inestimable aux interrogateurs militaires alliés. Leurs récits concordent sur un aspect fondamental. Les gardiennes ont brusquement disparu entre le 25 et le 28 avril, alors que les bruits des bombardements alliés et les grondements de l'artillerie étaient déjà audibles dans les environs.
Un prisonnier juif hongrois de Kaufring a déclaré que 4 Aufseherinnen avaient quitté l'établissement dans un camion de la Wehrmacht le 27 avril, emportant des fournitures et des documents personnels. Un autre déporté français a déclaré que des gardes avaient brûlé des dossiers et des listes de prisonniers dans la nuit du 25 au 26 avril, détruisant des preuves qui auraient pu plus tard les identifier. À Agfa Kamerawerk, 2 témoins ont rapporté que les femmes SS avaient complètement abandonné leur poste le 26 avril, laissant le service de garde aux mains d'une prisonnière collaboratrice et de 2 adolescentes allemandes. Pendant plus de 3 jours, les prisonniers ont survécu sans surveillance directe jusqu'à l'arrivée des patrouilles alliées. Plusieurs survivants ont déclaré que les Aufseherinnen ont tenté de nier leur implication dans le système ces derniers jours. Certains ont tenté de se faire passer pour des prisonniers polonais ou des travailleurs civils forcés, tandis que d'autres ont retiré leurs uniformes avant de fuir par des routes secondaires. Dans des cas exceptionnels, les prisonniers eux-mêmes identifiaient leurs anciens bourreaux parmi des civils qui se présentaient comme réfugiés. Malgré l'évasion massive, il existe des traces d'au moins 8 femmes capturées à Dachau ou à proximité entre le 29 avril et le 5 mai. La plupart de ces arrestations ont eu lieu grâce à l'intervention active de prisonniers libérés, qui reconnaissaient les Aufseherinnen par des caractéristiques physiques distinctives, des cicatrices, des tatouages ou des accents régionaux. Anna W. a tenté de se faire passer pour une cuisinière civile lorsqu'elle a été confrontée à des soldats américains. Elle a été identifiée par 3 survivants qui se souvenaient de son accent bavarois et d'une tache de naissance sur son cou. Bien qu'elle ait été arrêtée, elle a disparu pendant le transport avant d'être officiellement enregistrée, ce qui suggère l'existence de réseaux d'aide aux anciens responsables nazis. Cependant, la grande majorité d'entre eux ont réussi à échapper complètement à la justice immédiate. Un rapport de 1947 du Bureau des crimes de guerre estimait que seulement 5% des femmes SS affectées au sous-camp de Dachau avaient été officiellement arrêtées entre 1945 et 1949. La libération de Dachau a représenté l'effondrement visible d'une structure d'oppression qui avait fonctionné pendant plus d'une décennie. Les Aufseherinnen évadées symbolisaient l'échec partiel du système judiciaire d'après-guerre à capturer tous les responsables, mais elle révélait également le niveau de complicité sociale qui avait permis à l'appareil répressif nazi d'opérer. Justice insaisissable, destin après l'effondrement. La capitulation inconditionnelle du Troisième Reich en mai 1945 ne signifiait pas la fin de l'histoire pour les gardiennes du système de Dachau. Au contraire, cela a marqué le début d'une phase complexe d'évasion, de poursuites limitées et, dans la plupart des cas, d'impunité qui allait durer des décennies. Les Aufseherinnen savaient qu'elles étaient au centre d'une structure criminelle que les Alliés commençaient à démanteler et la grande majorité avait réussi à fuir avant l'arrivée des troupes américaines. Les archives des services de renseignement militaires montrent que beaucoup d'entre eux ont emprunté des itinéraires préétablis vers l'Autriche et la Tchécoslovaquie à la recherche de régions rurales où ils pourraient s'intégrer à la population civile. D'autres se sont réfugiés dans les zones boisées de Bavière, sous de faux noms, en vêtements civils et avec des documents modifiés fournis par des réseaux de soutien clandestins à d'anciens responsables nazis. Un rapport classifié du Bureau principal des crimes de guerre de Munich, daté de décembre 1946, estimait qu'au moins 85 femmes ayant servi comme gardes dans les sous-camps de Dachau étaient toujours portées disparues. Les enquêtes ont suggéré que certains s'étaient intégrés dans des communautés agricoles isolées, tandis que d'autres se faisaient passer pour des réfugiés allemands expulsés des territoires de l'Est. Pour traquer ces femmes, les services alliés ont mis en place 3 méthodes principales: l'interrogatoire systématique des prisonnières libérées, le recoupement des dossiers saisis dans les sous-camps et la création de listes noires avec des données personnelles et des caractéristiques physiques. En 1946, la commission d'enquête sur les crimes de guerre de Bavière a lancé une campagne publique par le biais de la presse et de la radio, pour encourager les plaintes du public concernant la présence d'anciens responsables nazis. Bien que la plupart des cas restent non résolus, des arrestations documentées illustrent à la fois les méthodes de recherche et les difficultés rencontrées par la justice d'après-guerre. Anna Schmid aurait été capturée à Garmisch-Partenkirchen en novembre 1947, identifiée par un prisonnier libéré qui se souvenait d'une tache de naissance distinctive et de son accent bavarois.
Elle fut emmenée à Munich pour être interrogée, où elle nia avoir servi à Allah, mais son nom figurait sur des listes SS récupérées. Malgré les preuves, elle n'a pas été poursuivie en raison de preuves directes insuffisantes d'homicide et a été libérée en 1948. Ernestine Brenner a été vue pour la dernière fois à Munich en juin 1945, apparemment cachée dans un couvent sous le nom religieux de Sœur Anna. Une enquête exhaustive menée en 1949 n'a pas permis de la retrouver. Sa trace disparaît complètement des archives officielles. Fanny Bourg, identifiée par 2 prisonniers comme responsable des punitions lors des marches d'évacuation, a été inscrite sur la liste officielle des criminels recherchés par le CICR. Cependant, elle n'a jamais été arrêtée et on ignore où elle se trouve par la suite. Entre 1946 et 1948, les tribunaux militaires américains et certains tribunaux populaires d'Autriche et de Tchécoslovaquie ont engagé des poursuites contre le personnel des camps de concentration. Le procès, États-Unis contre Martin Gottfried Weiss et Hall, tenu à Dachau en novembre et décembre 1945, devint le tribunal le plus important. Bien que les femmes SS n'aient pas été les principales accusées, de nombreuses gardiennes ont été mentionnées lors des témoignages, ce qui a donné lieu à des enquêtes secondaires. En Autriche, les tribunaux de Graz et de Linz ont tenu des audiences spéciales en 1946 contre les femmes soupçonnées d'avoir participé à des marches de la mort. Les preuves étaient extrêmement difficiles à obtenir. De nombreux prisonniers ne se souvenaient pas de leur nom complet. Les dossiers étaient incomplets ou détruits, et les accusés niaient fréquemment toute implication criminelle. En Tchécoslovaquie, les tribunaux populaires menaient des procès sommaires contre les femmes SS capturées en Tchécoslovaquie. Dans de nombreux cas, les peines ont été exécutées le jour même de la condamnation. Au moins 3 femmes identifiées comme d'anciennes gardiennes du sous-camp de Dachau ont été exécutées par un peloton d'exécution en 1946 et 1947, en plus du cas de Ruth Hildner. La destination finale des Offizierinnen variait considérablement. Certains ont été condamnés à des peines de prison allant de 5 à 15 ans pour complicité de meurtre sans preuve directe. D'autres ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, alors que de multiples témoignages documentaient des actes de violence spécifiques. Cependant, un nombre statistiquement significatif d'entre eux ont réussi à échapper à toute forme de punition. Les dossiers du Bureau de réinstallation des Nations Unies en 1950 comprenaient les noms d'anciens gardes qui s'étaient réfugiés dans des camps de personnes déplacées en Autriche et en Allemagne de l'Ouest, vivant sous de fausses identités sans être identifiés. Centre de documentation sur les crimes de guerre de Ludwigsburg, préparé en 1964, reconnaissait que moins de 10% des femmes SS ayant servi dans les camps secondaires de Dachau ont été soumises à un procès formel ou à une condamnation réelle. La grande majorité avait disparu dans l'anonymat de la reconstruction européenne. Diverses raisons expliquent cette impunité massive. La destruction systématique des dossiers par les SS a éliminé des preuves cruciales. La priorité des Alliés était de poursuivre les officiers de haut rang, reléguant le personnel subalterne. Les ressources limitées des tribunaux militaires ont empêché la conduite d'enquêtes approfondies. L'intégration progressive des anciens responsables nazis dans les nouvelles structures étatiques de l'Allemagne de l'Ouest a créé des réseaux de protection et de silence. Les poursuites contre le personnel féminin de Dachau ont été fragmentaires, limitées et inefficaces pour parvenir à une justice globale. Malgré les efforts des Alliés, les rapports des survivants et la documentation partielle de crimes spécifiques, la plupart des Offizierinnen ont échappé aux conséquences juridiques. Seuls quelques-uns furent arrêtés, jugés et punis, presque tous en Europe de l'Est, où les procès étaient plus rapides et souvent mortels. L'effondrement du système n'a pas entraîné de nettoyage complet ni de punition collective efficace. Les voies d'évasion fonctionnaient efficacement, les archives étaient systématiquement détruites et le silence social de l'Allemagne d'après-guerre scella le sort de nombreux coupables. Dachau fut libéré le 29 avril 1945, marquant la fin de 12 années de fonctionnement en tant que camp d'extermination. Mais pour beaucoup de femmes qui y furent systématiquement torturées et assassinées, la guerre s'est terminée sans conséquences personnelles. Leur impunité est devenue l'une des tragédies silencieuses de la justice d'après-guerre, une dette historique qui reste impayée à ce jour.